L'océan a toujours captivé l'imagination de l'humanité, mais là où certains y voyaient un potentiel infini pour les voyages, le commerce et l'exploration, d'autres n'imaginaient que les terreurs indicibles qui pouvaient se tapir dans ses profondeurs. Tout marin, qu'il soit ancien ou moderne, vous dirait que la mer n'est pas seulement une force naturelle, mais aussi une force surnaturelle. Bienvenue sur Mercredi Creepy, le podcast horrifique qui vous propose des histoires inédites chaque mercredi. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Et en attendant, voici une nouvelle histoire d'horreur. À mesure que l'on se confronte aux milliers de témoignages directs relatant des terreurs mystérieuses en mer, il devient évident qu'il existe au-dessus comme au-dessous des vagues des choses qui ne trouveront sans doute jamais d'explication. Sous la surface scintillante de l'océan se cache un monde étranger, fait d'une obscurité écrasante, d'une pression impossible à supporter, et d'êtres sans équivalent sur la terre ferme. Dans la mythologie ancienne, la mer n'était pas différente du climat ou des saisons, une force primordiale, implacable, qui donnait et reprenait selon ses propres termes impitoyables. Pour les Mésopotamiens, elle appartenait à Tiamat, une antique déesse marine, incarnation du chaos et de la création. Pour les Celtes et les Nordiques, elle représentait un royaume de monstres, de démons et de serpents. Et malgré des siècles d'avancées technologiques, les abysses demeurent en grande partie inexplorés, leurs mystères enfouis sous des milliers de mètres d'eau. Il n'est donc pas étonnant que l'océan ait inspiré certaines des histoires les plus glaçantes jamais racontées. Des tentacules colossaux du kraken aux étranges lumières apparaissant au-dessus comme au-dessous des vagues, en passant par les navires fantômes dérivant sur les mers sans équipage, l'océan a longtemps été le berceau des légendes et des peurs. Pendant des siècles, les anciennes cartes maritimes décrivaient les océans et mers inexplorés avec la formule « Ici vivent des monstres », accompagnés de dessins d'êtres inquiétants de toutes sortes. Le navigateur carthaginois Himilco parlait de monstres des profondeurs rampant sous les coques des navires. En 1734, un missionnaire nommé Hans Egede rapporta avoir aperçu une créature marine au large du Groenland. Un corps ridé, plus long que le navire lui-même, accompagné d'immenses nageoires. Aujourd'hui, nous savons que l'océan abrite les plus grands animaux de la planète, baleines, calmars géants et colossaux, ainsi que des tortues luttes de 3 mètres de long. Il est facile de comprendre comment, aperçues à travers la brume ou à la lueur vacillante des lanternes, de telles créatures ont pu nourrir les récits terrifiants des légendes. Mais qu'en est-il des choses que la science ne peut expliquer ? Au fil des siècles, les marins ont rapporté des rencontres avec des navires fantômes, dérivant sur la mer, leur équipage disparu sans laisser la moindre trace. En 2007, le Case 2, un yacht australien, fut retrouvé flottant près de la grande barrière de corail. Lorsque les autorités montèrent à bord, elles découvrirent la table dressée, un ordinateur portable encore ouvert et les effets personnels des occupants, totalement intacts. Mais les 3 membres d'équipage, eux, s'étaient volatilisés. Beaucoup affirmèrent que la scène rappelait celle du MV Joyita, un navire marchand découvert à la dérive dans le Pacifique 60 ans plus tôt, cette fois sans son équipage de 25 hommes. Les profanes tentent souvent d'expliquer ces disparitions comme de simples accidents, mais les marins, eux, en ont trop vu pour balayer cela d'un revers de main. Ceux qui n'ont pas observé directement de phénomènes surnaturels connaissent toujours un compagnon d'équipage digne de confiance qui l'a fait. Des lumières étranges planant au-dessus de l'océan, se déplaçant d'une manière qu'aucun appareil connu ne devrait pouvoir imiter, ou encore des silhouettes fantomatiques humaines dérivant en pleine mer, disparaissant toujours dès qu'on s'en approche, ne laissant derrière elles que des bulles, et un sentiment inévitable de sombres présages.
ce ne sont là que quelques-unes des étranges choses observées sur les flots, et elles ne sont pas seulement les histoires de marins ivres dans de vieilles tavernes. Aujourd'hui, on peut trouver sur des forums et des sites internet des témoignages de marins relatant leurs rencontres avec des phénomènes qui, ni eux, ni la science, ne peuvent expliquer. Le Pacific Dawn était un navire colossal, l'un des innombrables porte-conteneurs qui traversent silencieusement les océans du monde, transportant des marchandises d'un continent à l'autre. Pour la plupart des marins, ces voyages sont longs et sans événements, rythmés par la routine et la solitude. Mais à la fin des années 1990, lors d'une traversée de l'Atlantique Nord, ce qui avait commencé comme un trajet ordinaire allait bientôt prendre une tournure troublante, laissant l'équipage s'interroger sur ce qu'il avait réellement vécu et sur le fait de savoir s'ils étaient véritablement seuls en pleine mer. C'était tôt le matin lorsque Michael monta sur le pont avec sa tasse de café. Le ciel était d'un bleu profond, commençant à s'éclaircir sous la promesse de l'aube. Mais alors qu'il fixait l'horizon, la lumière du soleil levant s'affaiblit soudain, remplacée par une brume grise qui s'épaississait. Un phénomène naturel causé par l'air chaud et humide rencontrant la surface froide de l'océan. Les bancs de brume marine ne sont pas rares. Le marin observa tandis qu'il dérivait vers le navire, en lent filamment recourbé, rampant sur l'eau comme un être vivant. En quelques minutes, elle avait englouti le navire tout entier, et selon Michael, le monde extérieur au Pacific Dawn cessa tout simplement d'exister. Avancer à pleine vitesse alors que la visibilité était réduite à presque zéro aurait été une folie. Ainsi, comme le voulait le protocole, le navire commença à ralentir. D'autres membres de l'équipage montèrent alors sur le pont pour observer le spectacle. Michael remarqua rapidement à quel point le brouillard était dense, bien plus épais que tous ceux qu'il avait connus auparavant. Non seulement il réduisait la visibilité à quelques mètres à peine, mais il semblait aussi absorber les sons, étouffant presque le fracas rythmique des vagues contre la coque. Même le ronflement du gigantesque moteur paraissait s'effacer, remplacé par un silence inquiétant, presque surnaturel. À ce moment-là, dit-il, quelque chose sembla changer. Michael, fort de ses 10 années d'expérience, apprit plus tard que même les marins les moins aguerris avaient ressenti la même chose, une impression instinctive que quelque chose n'allait pas. Puis, survint le premier son. Un grondement sourd, si profond qu'il fit vibrer l'acier de la coque du cargo. En toute autre circonstance, il aurait cru qu'il venait de heurter un énorme rocher. Mais sachant que l'océan sous ses pieds dépassait les 3 kilomètres de profondeur, sa première pensée fut que les moteurs étaient en train de caler. Aucune panne sévissait dans les entrailles du navire. Mais le bruit se répéta, plus proche, plus fort, cette fois accompagné de grands remous dans l'eau. Michael expliqua par la suite qu'il ne s'agissait pas de poissons sautant hors de l'eau, ni de dauphins jouant à proximité, mais bien d'un remue-ménage lent et délibéré, du type qui n'arrive que lorsqu'une masse colossale déplace une énorme quantité d'eau. Pour la première fois, il comprit que quelque chose se trouvait dans la brume et que cela bougeait. 5 des 18 membres d'équipage environ se trouvaient alors sur le pont, mais Michael ne pouvait ni les voir ni les entendre. Selon lui, le brouillard avait réduit son monde à une vingtaine de mètres à peine, et s'il n'était pas resté figé à sa place, il aurait eu du mal à retrouver son chemin vers l'intérieur du navire. Alors qu'il restait là, ne sachant comment interpréter la situation, un nouveau grondement retentit, mais cette fois, il était bien plus proche. Aux oreilles de Michael, ce n'était ni tout à fait animal, ni complètement mécanique. C'était quelque chose d'entre les deux, et il eut la nette impression que cela ne provenait pas d'une seule direction. Le tumulte continua durant les minutes suivantes, d'abord à la proue, puis à la poupe, puis sur bâbord. Par moments, ces grondements et déplacements d'eau s'accompagnaient d'une vibration sourde et constante ressentie dans tout le navire,
comme si quelque chose de massif et de solide avait effleuré la coque. Michael s'affirma qu'il avait l'impression que le Pacific Down était encerclé et que quoi que ce soit qui rôdait autour paraissait encore plus grand que le navire lui-même, pourtant fort de 150 000 tonnes à vide. Cela dura 10 à 15 minutes, alors que le navire avançait péniblement à travers les eaux. Pendant tout ce temps, les bruits ne cessèrent pas. De profondes éclaboussures vibrantes, des grondements sourds semblant résonner de la poupe à la proue. Les autres membres de l'équipage rapportèrent plus tard qu'aucun d'eux n'avait parlé durant cet épisode, pas même le capitaine ni le timonier. Tous restaient immobiles, fixant la brume, comme s'il attendait que quelque chose jaillisse soudain de ses entrailles. Finalement, alors que le brouillard commençait à se dissiper, la lumière du soleil levant perça à travers. Sortis de leur torpeur, les marins se remirent simplement à leur tâche comme s'ils venaient de se réveiller d'un rêve. Michael se rapporta plus tard que personne ne reparla jamais de l'événement, pas même lui. Le plus que l'on pouvait deviner à ce sujet était un regard entendu, échangé de temps à autre entre eux. Ce ne fut qu'une fois de retour à terre qu'un membre de l'équipage demanda à consulter les enregistrements du sonar. Il ne montrait rien d'inhabituel, pas même un grand banc de poissons. Les marins ont toujours été un peuple superstitieux, et parler d'une chose est souvent une manière de la rendre beaucoup trop réelle. Ainsi, l'étrange rencontre du Pacific Down, ce matin-là, sombra dans l'oubli, y compris parmi les hommes qui l'avaient pourtant vécu. Le golfe d'Alaska est une vaste étendue d'eau impitoyable, connue pour ses vagues gigantesques, ses vents implacables et ses températures glaciales. Au fil des décennies, d'innombrables navires ont disparu sous sa surface, lui valant le surnom de Triangle d'Alaska. Pourtant, malgré les conditions extrêmes et la propension aux tempêtes soudaines, le golfe reste l'un des plus précieuses sources mondiales de poissons et de crabes, ainsi qu'une voie d'exportation vitale vers l'Asie. En conséquence, des milliers de navires traversent chaque année ces eaux, en dépit des dangers bien documentés. L'un des événements les plus étranges de ces dernières années survint à bord d'un LCM-8 reconverti, un ancien bateau de débarquement de l'époque du Vietnam, réutilisé pour le commerce florissant de la pêche en Alaska. Habituellement chargé de transporter du saumon et du hareng vers les usines de traitement, le navire de 23 mètres fut récemment assigné par la compagnie à une mission bien différente: remorquer une barge de 67 mètres depuis Whittier, en passant par les îles Aleutiennes à False Pass jusqu'à la baie de Bristol. Durant ce voyage, l'équipage fit l'expérience d'un événement si terrifiant que plusieurs d'entre eux décidèrent d'abandonner définitivement le métier. Parmi les pêcheurs à bord se trouvait George, un jeune homme de 23 ans. Il travaillait dans l'industrie de la pêche depuis ses 17 ans et n'était donc pas étranger aux traîtrises du Golfe. Cependant, cette mission l'inquiétait particulièrement. Le LCM était lent, avec une vitesse maximale d'environ 9 nœuds en conditions normales. En remorquant la barge, il peinait à dépasser les 4 nœuds, ce qui le forçait à ramper à travers l'une des zones maritimes les plus imprévisibles du monde. Alors qu'il longeait la péninsule des Aléoutiennes, l'équipage du navire de 23 mètres fut consterné de voir une tempête colossale s'approcher d'eux. Sachant qu'il était impossible de la distancer, le capitaine décida de chercher refuge derrière une île. Mais les courants déchaînés et le vent finirent par arracher le navire à son abri et le traînèrent vers le large. Pour aggraver les choses, la barge, ballottée par la tempête, avait mis en péril le guindeau. En se libérant, celui-ci éventra la salle des machines, y creusant une large brèche. Leur seule option fut de détacher la barge, la suivre au radar et tenter de la récupérer une fois la tempête passée. Mais la tempête ne passa pas. Pendant plusieurs jours, l'équipage du LCM fut malmené. Par moments, le navire roulait et tanguait de plus de 30 degrés, frôlant le chavirement. Quand ils ne s'agrippaient pas pour sauver leur vie, les hommes devaient pomper l'eau qui envahissait les compartiments inondés. Enfin, lors de la 3e nuit, quelque chose se produisit, quelque chose de différent de tout ce qu'ils avaient vécu auparavant.
Une détonation assourdissante retentit à travers tout le navire, le secouant de la proue à la poupe. D'abord, l'équipage pensa qu'ils avaient heurté un obstacle. Mais en inspectant les compartiments, ils constatèrent qu'il n'y avait ni voie d'eau, ni brèche dans la coque, ni alarme déclenchée. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Le système de navigation Loran avait perdu son signal, la radio était hors service et tous les disjoncteurs avaient sauté, plongeant le pont dans l'obscurité et privant le navire de ses systèmes de navigation. Immobiles en pleine mer, les hommes n'avaient d'autre choix que d'attendre le lever du jour. À leur grande surprise, le lendemain leur offrit à la fois le soleil et une mer d'huile. Mais cette accalmie s'accompagnait d'une vision terrifiante. Le mât du navire, une poutre d'acier de 10 cm d'épaisseur supportant les antennes et les feux de navigation, n'avait disparu. Il avait été tordu net à un angle parfait de 90 degrés, à environ 8 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Même la plaque d'acier renforcée qui le fixait au pont avait été déformée, comme si une force inimaginable l'avait arraché du toit de la cabine. Selon Georges, chaque membre de l'équipage savait qu'aucune tempête n'aurait pu briser un mât d'acier renforcé. La seule explication possible, hormis une collision avec un autre navire, était qu'une chose massive ait surgi de la mer pour le briser. Un exploit qui aurait nécessité une force colossale. Encore une fois, le code de la mer exigeait qu'il n'y ait aucune spéculation. L'équipage se concentra donc sur la recherche de la barge et sur son remorquage jusqu'à Dillingham. Lorsqu'ils atteignirent enfin le port, une semaine plus tard, ils découvrirent qu'ils avaient déjà été déclarés morts. La perte du mât avait déclenché les signaux de détresse automatiques. C'était un sombre rappel de ce qui s'était produit et de la proximité avec laquelle l'équipage avait frôlé une mort certaine. Isidoro Arias n'était pas un étranger à l'océan. Marin et pilote espagnol chevronné, âgé de 49 ans, il avait passé toute sa vie à perfectionner l'art de la navigation. Pendant des années, il avait rêvé d'un voyage en solitaire autour du monde, une aventure dont il savait qu'elle repousserait ses limites. En mars 2001, après des années de préparation minutieuse, il prit enfin la mer depuis Malaga, en Espagne, à bord d'un voilier de 14 mètres qu'il baptisa Islero. Pendant près de 2 ans, tout se déroula comme prévu. Isidoro restait en communication constante avec sa famille, ses amis et même un public en ligne grâce à un téléphone satellite et un blog. Mais à l'approche de la dernière étape de son voyage, quelque chose changea. Les ennuis commencèrent le 22 mars 2003, moins d'une semaine avant le retour prévu d'Isidoro. Ce jour-là, il envoya 2 messages, l'un par téléphone satellite, l'autre via Internet. Tous deux étaient profondément inquiétants. Il rapportait que son moteur était tombé en panne, le laissant lutter contre des vents violents sous un ciel couvert, sans moteur. Donc, plus de téléphone, plus de lumière, plus aucun contact avec le monde extérieur. Cela seul aurait déjà été assez préoccupant. Mais ce n'était pas la panne qui l'effrayait. Dans son second message, il expliquait qu'une baleine et son petit suivaient son voilier depuis des heures. Bien que loin d'être un phénomène rare, la manière dont Isidoro le décrivait était troublante. Ces baleines ne faisaient pas que nager à proximité. Elles le traquaient. Malheureusement, ce fut le dernier message cohérent qu'il envoya. 3 jours plus tard, le 25 mars, Mario, le fils d'Isidoro, reçut un court email de son père. Son contenu était si troublant qu'il appela immédiatement via le téléphone satellite. Quand Isidoro répondit, sa voix paraissait différente. Mario la décrivit plus tard comme fragmentée, erratique et paranoïaque. Avec terreur, il l'écouta expliquer que quelque chose grimpait à bord de son voilier la nuit. Il les décrivit comme de petites silhouettes humanoïdes, se mouvant de façon anormale, toujours tapies à la limite du champ de vision. Ce fut le dernier contact qu'eurent sa famille ou quiconque avec Isidoro. Bien que le signal du téléphone satellite fût encore actif, tous les appels restèrent sans réponse à partir de ce moment. Désespéré, Mario contacta Rafael del Castillo, un marin expérimenté qui coordonnait un réseau de navigateurs veillant les uns sur les autres. Rafael lança immédiatement des appels radio demandant à tout navire proche s'ils avaient aperçu l'Islero.
Mais aucune réponse, aucun signal de détresse, aucune observation. C'était comme si la mer avait tout simplement englouti Isidoro. Puis le 2 mai 2003, un chalutier français aperçut un voilier dérivant sans but près du golfe de Guinée au large des côtes du Nigeria. La poupe identifiait clairement l'Islero. Ils appelèrent le navire sans obtenir de réponse. Finalement, ils montèrent à bord pour le trouver entièrement abandonné. Ne sachant pas ce qui avait pu arriver, ils remorquèrent l'Islero jusqu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où les autorités espagnoles arrivèrent rapidement pour enquêter. Ce qu'elles découvrirent ne fit qu'épaissir le mystère. Elles constatèrent aussitôt qu'il n'y avait aucun signe de dommage ni d'affrontement. Le mobilier était resté en place, la cuisine impeccable, et les affaires d'Isidoro soigneusement rangées. Son passeport et ses papiers d'identité étaient intacts. C'était comme s'il était simplement parti, comme s'il s'était absenté un instant, s'attendant à revenir. La seule chose manquante était le canot de sauvetage, un Zodiac gonflable équipé d'un petit moteur hors-bord. Pendant quelques instants, la police élabora un scénario dans lequel une circonstance imprévue aurait contraint Isidoro à abandonner son navire. Mais ces théories s'effondrèrent lorsqu'on découvrit que le moteur du canot se trouvait encore à bord. Si Isidoro avait réellement voulu s'échapper, pourquoi aurait-il laissé derrière lui son unique moyen de propulsion ? Puis vint la découverte la plus glaçante de toutes. Comme beaucoup de marins, Isidoro tenait un journal de bord, documentant soigneusement ses journées en mer. Son dernier message, écrit d'une main tremblante et irrégulière, se résumait à une seule phrase. « Quelque chose est en train de grimper sur la coque. » C'était la dernière chose qu'il écrivit avant de quitter l'Islero, alors qu'il se trouvait à des dizaines voire des centaines de kilomètres de la terre la plus proche. Cela signifiait que le seul indice restant était l'appel téléphonique avec son fils, où il décrivait des silhouettes humanoïdes grimpant à bord de son voilier pour le tourmenter la nuit. Selon sa famille, Isidoro n'était pas un homme superstitieux, ni du genre à abandonner volontairement son navire, sauf s'il y était contraint. Quoi qu'il se soit passé, seul lui et l'océan connaissent la vérité, et ni l'un ni l'autre ne pourront parler. Toutes ces histoires partagent un fil conducteur unique. Quelque chose d'inconnu et d'inexplicable rôde dans l'immensité de la mer. Pourtant, chacune possède aussi son caractère singulier. L'incident du Pacific Down dans le brouillard correspond à ce que les experts appellent une expérience paranormale collective. Une vingtaine d'hommes se trouvaient à bord lorsque le navire entra dans le banc de brume. Et même s'ils furent réticents à parler de ce qu'ils avaient vu et entendu, il est clair d'après les récits qu'ils avaient tous vécu la même chose. Bien que certains scientifiques avancent que des hallucinations collectives pourraient s'expliquer par le stress psychologique et la privation sensorielle, Michael affirma qu'aucun membre de l'équipage n'était soumis à une pression particulière ce jour-là. Les sceptiques expliquent les sons entendus par l'équipage comme de simples phénomènes acoustiques marins, amplifiés par la densité du brouillard et jouant des tours aux oreilles des hommes. Les théories vont des chants de baleines au mouvement des plaques tectoniques. Pourtant, cela n'explique pas les fortes vibrations ressenties à travers la coque, comme si quelque chose l'avait raclée. Le cas des hommes dans le golfe d'Alaska est différent. Là, tout repose surtout sur une preuve physique claire. Personne n'a rien vu ni entendu d'inexplicable. Seul le mât d'acier arraché servait d'indice, laissant penser que quelque chose au-delà de la tempête avait pu se produire. Certains avancent que des vagues scélérates, ces lames soudaines qui surgissent de nulle part, auraient pu générer une telle force. Mais comment le navire aurait-il pu subir un tel impact sans chavirer ? Dans le cas d'Isidoro, les accusations de stress, de paranoïa ou d'hallucination semblent un peu plus plausibles. Ces derniers jours furent marqués par la tension, les problèmes de moteur, la météo imprévisible et l'isolement. S'il souffrait en plus de déshydratation, de manque de sommeil, voire d'une légère hypothermie, il est possible que ses perceptions se soient altérées, lui faisant croire que quelque chose grimpait à bord de son bateau. Mais pourquoi cela ne serait-il apparu qu'à la toute fin de son voyage, après 2 ans de navigation relativement paisible ?
Ceci amena certains à spéculer qu'Isidoro aurait contracté la malaria ou subi une forme d'empoisonnement, le plongeant dans un état hallucinatoire. Mais cette théorie ne résiste pas à l'examen. Les experts médicaux confirment que de telles hallucinations restent rares, sans catalyseur. De plus, les vivres de Lislero étaient en parfait état. Comme toujours, lorsque les explications naturelles échouent, il faut envisager l'inconnu. Les estimations actuelles affirment que plus de 80% des océans du monde restent inexplorés, du moins dans leur profondeur, ce qui signifie qu'il pourrait exister des écosystèmes entiers et des espèces jamais observées. Même les calmars géants et colossaux étaient relégués au rang de créatures de la cryptozoologie, jusqu'à ce que des spécimens vivants soient enfin filmés. Se pourrait-il donc qu'il existe dans les abysses quelque chose ou plusieurs choses que nous n'avons pas encore découvertes? Le Pacific Dawn et le chalutier d'Alaska auraient-ils par hasard pénétré dans les terrains de chasse d'un prédateur encore inconnu? En tant que mystère moderne, les expériences du Pacific Dawn, du LCM-8, d'Alaska et de Lislero continuent de soulever de nouvelles questions, dont beaucoup semblent n'avoir aucune réponse. Les personnes impliquées furent-elles victimes de forces naturelles et d'illusions de l'esprit, ou bien ont-elles rencontré quelque chose qui échappe à toute explication? Les anciens décrivaient la mer comme un lieu de passage. La plupart d'entre nous ont accepté cela comme le simple fait de passer d'une terre à une autre. Mais, et si l'océan était aussi un passage vers un royaume situé entre le connu et l'inconnu? Un lieu où des hommes disparaissent, où des navires dérivent vides, et où des choses se meuvent sous la surface de l'eau, trop effrayantes pour être nommées.